Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire qui parlera de traitement UV pour améliorer la désinfection des eaux potables. Donc, je suis Jessie Duchilier, je suis le responsable commercial pour le marché de l'eau potable et usée en France et dans les DOM-TOM. Et c'est moi qui vais modérer le webinaire aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous préciser que cela va durer environ 20 minutes. Pendant lesquels on vous soumettra quelques sondages pour lesquels nous aimerions avoir votre avis. Ensuite, on aura une partie d'environ 15 minutes où nous pourrons répondre aux questions que vous nous aurez posées. Sachant que vous êtes en mode mute, vous pouvez uniquement poser vos questions via la boîte de dialogue du logiciel et j'y répondrai à la fin. Donc cette session va être enregistrée et sera donc disponible après la session. Je vais vous présenter mon collègue Julien Puech, qui est notre expert UV chez Evoqua. Il a une formation en biochimie et a déjà travaillé dans l'industrie UV pendant 17 ans, que ce soit en application municipale ou industrielle. Julien, je te laisse la parole. Merci Jessie pour cette introduction. Donc, je voudrais également souhaiter la bienvenue à tout le monde au webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par quelques généralités et puis tout au long de la présentation, ensuite je vous présenterai quelques innovations. Donc ici, une brève introduction sur la société Evoqua Water Technology. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement de l'eau et des eaux usées. Et nous offrons un large portefeuille de produits, de services et d'expertise pour soutenir les clients industriels, municipaux et récréatifs dans le monde entier. Donc, nos marques ont plus d'une centaine d'années d'expérience dans l'industrie de l'eau. Chez Evoqua, nous disposons d'un large portefeuille de produits de désinfection, notamment à travers nos marques ATG pour les UV, Pacific Ozone pour les générateurs d'ozone et Wallace et Tiernan pour tout ce qui est chlore, ce qui inclut le chlore gazeux, le dioxyde de chlore et la production d'hypochlorite de sodium sur site via électrolyse. Nous avons également une gamme d'analyseurs et de contrôleurs. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer spécifiquement sur la désinfection UV pour les municipalités. Donc je vais tout d'abord, avant de continuer, je vais vous lancer un premier petit sondage et vous aurez quelques secondes pour y répondre. Donc je vous demanderai bien de voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir le sondage et je vous laisse quelques petites secondes pour y répondre. Pensez-vous devoir installer un système UV eau potable dans le futur? Voilà. Donc je vais le fermer. Et partager les résultats. Donc on a à peu près 3/4 des gens qui seront amenés à devoir éventuellement installer un système UV dans le futur. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, je vais remasquer le sondage et nous allons continuer la présentation. Ah, c'est bon. Donc qu'est-ce que les UV et que font-ils? La lumière UV a été utilisée avec succès dans la désinfection depuis des années. Elle a une croissance importante dans les applications d'eau potable au cours des dernières années en raison de son efficacité, à faible dose sur l'activation de Giardia et crypto. Le rayonnement UV, donc les photons, traversent la paroi des cellules et est absorbé par un organisme ou un micro-organisme au niveau de son ADN ou ARN, donc produisant ce qu'on appelle des dimères de thymine à divers endroits. Et l'énergie UV ainsi absorbée endommage les acides nucléiques et empêche la réplication cellulaire. Donc la plus grande efficacité d'inactivation se situe autour de 254 nanomètres sur le spectre UV. Donc nous, avec des doses UV beaucoup plus élevées, nous pouvons également faire ce qu'on appelle de la photolyse et casser les liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire il s'agit d'autres applications que la désinfection, comme la destruction d'ozone, la réduction de CO2 ou l'AOP. L'AOP, c'est l'oxydation avancée lorsqu'on combine l'UV avec de l'ozone, du chlore ou du peroxyde pour former ce qu'on appelle des radicaux libres. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, le calcul de la dose.
Attendez. Un petit problème d'écran. Le calcul de la dose. Donc, en simplifiant les choses, on peut dire que la dose UV, c'est l'intensité des lampes que multiplie le temps de contact. Les paramètres qui influent sur la dose sont listés dans le tableau. Donc, il est donc important pour nous de bien connaître ces paramètres afin de dimensionner au plus juste. L'intensité des lampes sera affectée notamment par l'écartement des lampes, l'âge des lampes, l'encrassement des gaines de quartz dans lesquelles se trouvent les lampes, la transmission UV, la transmission UV de l'eau, la turbidité, le taux de matière en suspension, la dureté, la présence de fer ou de manganèse sont également des paramètres qui peuvent. Ah oui, excusez-moi, je ne suis pas sûr. Problème. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème technique d'écran et je n'arrive pas à être sur les bonnes slides au bon moment. Donc la présence de ce que je disais, la présence de fer et de manganèse sont également des paramètres qui peuvent diminuer l'efficacité des lampes. Et en effet, les atomes de fer et de manganèse ont la propriété naturelle d'absorber les photons UV et viennent donc en compétition des UV. Ce n'est pas un problème majeur pour nous, mais il est bon de le savoir. Généralement, lorsqu'il y a une coagulation au chlorophérique, par exemple, en amont, il y a toujours une étape de clarification et de filtration avant les UV. Ainsi, les concentrations de fer en entrée UV restent négligeables. Mais bon, c'est quand même important pour nous de connaître ces paramètres pour avoir un bon dimensionnement. Alors la transmission UV, qu'est-ce que c'est? La transmission UV, c'est un paramètre de qualité d'eau qui est souvent mal connu. Il s'agit de la capacité de la lumière à traverser l'eau. Nous prenons généralement un échantillon d'eau dans une cuvette d'1 centimètre dans laquelle nous faisons passer un rayon UV. Nous faisons le ratio entre l'intensité du rayon sortant sur le rayon entrant. Donc l'unité est en pourcentage. Plus votre eau est limpide, meilleure sera la transmission UV. Vous pouvez voir une échelle ici. En France, nous sommes en moyenne entre 90 et 98% de transmission UV pour l'eau potable et 45 à 50% pour des eaux usées. Le schéma sur la droite montre en orange les matières en suspension et en rouge les bactéries. Lorsqu'il y a trop de MES, les bactéries peuvent se cacher derrière, voire dedans, si elles sont poreuses. Alors, voilà. Déterminer les conditions du site. Donc, bien déterminer les conditions du site vous permettra de faire de fortes économies. Vous pouvez voir sur le graphique en bas à droite, on voit que pour maintenir une même dose UV de 40 millijoules, nous devons augmenter le nombre de lampes si les transmissions UV diminuent. Et parfois, un seul % de différence nous fera passer sur la gamme du dessus et aura du coup un impact significatif sur les coûts. Donc la gestion du débit aura également un impact. Parfois, 2 petits réacteurs en parallèle reviennent moins cher qu'un seul gros réacteur et offrent également plus de flexibilité, notamment sur la maintenance. Avec les différents paramètres de qualité d'eau, comme la turbidité, MES, etc., et l'origine de la source, si c'est une eau de surface ou une eau souterraine, la ligne de traitement, etc., nous pouvons faire une estimation de la transmission UV si vous n'avez pas le paramètre. Nous avons également des solutions avec des analyseurs de transmission UV en ligne ou portatifs pour des analyses ponctuelles. Le traitement de l'eau potable. Donc ici, nous pouvons voir une ligne de traitement d'eau potable classique. Bien entendu, il s'agit d'une eau de surface. S'il s'agit d'une eau de surface ou souterraine, la ligne de process sera différente. Et on a simplifié les choses. Mais dans tous les cas, les UV se placent en traitement tertiaire, c'est-à-dire après les étapes de filtration et en amont de la distribution. La majorité des usines utilisent la chloration après les UV, car ce dernier n'est pas rémanent et une recontamination dans le réseau est possible. Cependant, lorsque le réseau est court, comme certains villages de montagne, les UV sont utilisés en continu avec un chlore-choc de temps en temps pour lutter contre le biofilm du réseau. Il existe également des villes de taille moyenne comme Mulhouse qui ont gardé la chloration en sécurité mais n'utilisent que les UV en désinfection à travers différents endroits du réseau et en plus avec un monitoring relativement poussé. Alors, donc maintenant, nous allons commencer à parler un petit peu des produits Evoqua et nos systèmes UV. Nous disposons de systèmes UV compacts qui sont à la fois en basse pression et en moyenne pression.
Nos systèmes sont pensés pour une maintenance facilitée, notamment le twist lock, qui est un système breveté pour le changement des lampes. Tous nos systèmes sont validés USCPA et ont les ACS en France. De plus, en utilisant nos UV, vous pouvez réduire ainsi votre dépendance aux produits chimiques. Notre gamme UV, donc elle s'étend environ de 20 m3 à 6000 m3 et permet ainsi de répondre à n'importe quelle demande de nos clients. Sur la droite, vous pouvez observer le modèle Wafer et SX qui sont des moyennes pressions, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne, l'eau rentre et ressort dans le même axe. Nous allons reparler plus loin du Wafer, qui est certainement un des réacteurs UV les plus compacts au monde. En dessous, vous pouvez voir le réacteur UV-LX, qui est un modèle basse pression, avec lui une configuration en L, c'est-à-dire que l'eau rentre dans l'axe de la chambre UV, côté gauche, et ressort à 90 degrés. On peut orienter d'ailleurs la brite de sortie, on peut l'orienter nord, est, sud et ouest. Sur le graphique présenté ici, nous pouvons voir aussi des systèmes UV allant de 1 lampe jusqu'à environ 30 lampes avec des incréments relativement proches. Donc on couvre quand même une gamme très importante. Voilà. Donc la différence entre basse et moyenne pression. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de la technologie des lampes quand on parle de basse ou moyenne pression. Les lampes basse pression sont monochromatiques, c'est-à-dire un seul pic à 254 nanomètres sur le spectre. Elles ont une durée de vie d'environ 16 000 heures, c'est quasiment 2 ans, avec une consommation électrique assez basse. Nous, nos lampes font 200 watts, 300 watts, 350 watts, même certaines vont jusqu'à 800 watts, et elles coûtent moins cher également à l'achat. Les lampes moyenne pression sont polychromatiques, donc avec plusieurs pics, dont celui à 254 nanomètres. Leur durée de vie est inférieure, donc environ 9000 heures, c'est soit à peu près une année. Leur conso électrique est plus élevé. On est au-delà du kilowatt et coûte beaucoup plus cher. Comme expliqué précédemment, les réacteurs moyenne pression sont en ligne et donc plus compacts. Les basses pressions sont plus allongées avec une configuration en L ou même en U ou en Z. Généralement, pour les faibles débits, il est plus avantageux de choisir une basse pression et pour les gros débits, de choisir les moyennes pressions. Cependant, avec le Wafer, qui est l'UV ultra compact que vous avez vu sur la slide précédente, qui est une moyenne pression, nous venons un petit peu bouleverser cette règle en étant extrêmement compact. Nous utilisons beaucoup moins d'inox 316L qu'un réacteur moyenne pression classique et il devient compétitif même pour les petits débits. Donc en conclusion, il faut retenir que tout se calcule. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est du cas par cas. Nous pouvons aussi faire des devis à la fois en basse et en moyenne pression pour que le client puisse comparer. Donc on peut faire des études CAPEX, OPEX, TOTEX. Slide suivante. L'IFO. Donc là, je vais vous parler de l'IFO. L'IFO, c'est un acronyme anglais qui veut dire Individual Filter Outlet. Donc sur la gauche, vous voyez un traitement conventionnel où l'on a créé un bâtiment UV et donc du génie civil avec des pompes et d'autres coûts annexes. Et sur la droite, ce qu'on appelle l'IFO, au lieu de mettre les UV dans un bâtiment spécifique, nous installons un wafer à la sortie de chaque filtre, donc un UV par filtre. Souvent, le challenge est l'emprise au sol ou la place manquante dans des usines existantes. Avec le wafer, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives. Certaines usines d'eau potable en France utilisent déjà ce concept, comme l'usine d'Orly ou celle de Rennes-Villemont, par exemple. Voilà. Alors, je vais vous montrer une étude de cas à Mosswood en Angleterre sur cet IFO et ce fameux wafer. Donc ici, le challenge était d'avoir une stratégie multibarrière en insérant des UV car ils avaient des cryptosporidium. Cryptosporidium qui est un parasite résistant au chlore. Et donc le défi était à la fois technique et financier. La solution que nous avons proposée était un wafer à la sortie de chacun des 12 filtres en écoulement gravitaire. Donc en conclusion, en raison de la faible perte de charge de nos réacteurs UV, aucune étape de pompage supplémentaire
a été nécessaire, ce qui réduit au minimum la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. Donc là, vous pouvez voir sur la photo de droite le wafer inséré dans un endroit improbable. Il se positionne dans des endroits jusqu'alors impossibles pour un système UV classique. Donc cela permet ainsi de réfléchir un petit peu différemment et de peut-être avoir des nouvelles configurations qui étaient jusqu'à présent qui n'étaient pas possibles. Donc dans un monde idéal, il faudrait une longueur droite de 5 fois le diamètre en amont du réacteur, au niveau tuyauterie, pour optimiser l'hydraulique. Mais lorsque l'espace ne le permet pas, nous pouvons toujours faire ce qu'on appelle une CFD pour prouver les performances du réacteur, c'est-à-dire une simulation hydraulique par ordinateur. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation, mais avant de résumer les avantages et les UV et de conclure, je vais quand même procéder à 2 petits sondages. Alors j'espère que je ne vais pas avoir le même problème qu'en début de présentation, où lorsque j'ai lancé les sondages, ça m'a fait bugger complètement mon ordinateur et j'ai dû tout éteindre. Donc je vais lancer un sondage et je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre, si vous voulez bien. Donc quel est votre critère de choix numéro 1 lorsque vous choisissez ou lorsque vous devez choisir votre système UV en eau potable? Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes. Attends un peu, Julien. Voilà, je vais fermer et je vais vous partager les résultats. Donc on a le prix qui reste quand même critère numéro 1. C'est très intéressant parce que la maintenance, maintenant c'est quand même effectivement très importante. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on fait une étude comparative, ce n'est pas que le CAPEX, c'est également l'OPEX, donc il faut voir. L'emprise au sol, 1/3, d'accord, et la conso électrique. Okay. Et je vais vous lancer le deuxième sondage. Et c'est celui-ci et le dernier. Donc, dans quel domaine pensez-vous que l'UV pourrait être utilisé dans le futur? Donc, on est clairement... Ouais. Ok. Attends un tout petit peu encore, ouais, c'est bon. Presque tout le monde a voté. Je ferme, je partage. Donc, on est quand même sur une 3/4 sur la désinfection, qui est effectivement l'application principale des UV. Élimination de virus particuliers, c'est intéressant. Et d'accord, je m'attendais à un peu plus de pourcentage sur l'oxydation avancée, sur ce qui permet de détruire les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est micromolécules et pesticides. C'est intéressant. Je vais masquer, donc revenir. Merci pour vos réponses et votre temps. Donc pour résumer un petit peu les UV, c'est un procédé qui est efficace, qui est utilisé depuis une centaine d'années, sans risque, mais simple d'utilisation et durable. C'est quand même une technologie qui est facile à mettre en œuvre comparée à d'autres, et même, comme vous avez pu le voir avec le wafer, dans des espaces ultra confinés. Donc nous pouvons vous accompagner dans vos projets et calculer, dimensionner, s'adapter pour vous offrir la meilleure solution. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Je vais finir sur une dernière slide pour vous montrer une petite carte et vous préciser que même si Evoqua c'est anciennement Siemens Water, qui a son siège aux États-Unis, mais qui a des sièges européens en Allemagne et en Angleterre, avec notamment un bureau français. Nous sommes environ 13 personnes en France, dont 2 techniciens et un technicien qui est à la frontière franco-allemande. Nous avons également des techniciens 34 en Allemagne, 20 techniciens en Grande-Bretagne, qui peuvent intervenir en France si besoin en renfort des équipes françaises. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi des
des employés un petit peu partout en France, Limoges, Grenoble, Montpellier, le bureau français dans la région parisienne. Mais on en a, et La Rochelle également, disséminés un peu partout sur le territoire. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez par Jessie, je vais te redonner la main et nous pouvons par les boîtes de dialogue répondre à vos questions. Merci Julien pour ta présentation. Et encore une fois, excusez-moi pour le petit problème technique. En lançant le sondage au tout début, j'ai mon écran qui est devenu noir. J'ai dû me déconnecter. D'accord Julien. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Du coup, je vais vous proposer de répondre aux différentes questions qui ont été posées pendant la présentation. Et la première, Julien, est par rapport à nos concurrents, quel est le gain en perte de charge? Je pense qu'on parle du wafer dans cette question. Alors, c'est assez difficile d'y répondre parce que la perte des charges va dépendre de votre débit. Donc, je n'ai pas de réponse précise à vous. C'est vraiment du cas par cas. Donc, idéalement, ce serait de m'envoyer un cas précis avec un couple, ce qu'on appelle un couple débit-transmission UV, pour faire le bon dimensionnement du wafer. Parce que dans notre gamme wafer, nous en avons plusieurs qui peuvent faire une lampe, 2 lampes, 4 lampes, 10 lampes, etc. Et donc, en fonction de votre débit, nous allons adapter le nombre de lampes pour être sûr d'avoir une dose UV toujours à 40 millijoules et de respecter la norme française. Et en fonction de ça, on pourra calculer effectivement la perte de charge. Donc là, j'ai pas de réponse précise, mais le passage est quand même relativement faible. Je ne sais pas si vous visualisez la photo du wafer que vous avez vu pendant la présentation, mais ça s'assimile à la taille d'une vanne papillon. Donc on a vraiment des pertes de charge de quelques centimètres. Voilà, si je peux être un peu plus précis dans ma réponse. Mais ça reste quand même faible. As-tu le moyen là de faire une simulation sur un cas concret? Si je te donne le débit et la transmittance? Il faudrait que je réouvre mes logiciels. Donc on va peut-être pas faire perdre du temps à tout le monde de dimensionnement. Ok. Mais, on reprendra contact avec la personne. En offline, effectivement, si vous me donnez ça, je peux vous le faire rapidement. Effectivement, c'est pas un souci. Une autre question, quel est l'impact du FeCl3 et manganèse en entraide des réacteurs? Donc comme expliqué dans la présentation, effectivement, le manganèse et le fer absorbent les UV, donc ils viennent un petit peu en compétition. Nous, quand on dimensionne, on vise 40 millijoules comme dose minimum, mais ça ne veut pas dire que vous serez peut-être à 41, 42, 43 millijoules. Donc on peut compenser déjà cette petite perte d'absorption des UV du fer, du manganèse, en ayant une dose légèrement plus élevée. Donc ça peut être compensé sans aucun souci. Et de toute façon, pour nous, c'est quand même assez négligeable parce que entre la coagulation et l'installation de filtres UV, on a une clarification et on a généralement des étapes de filtration. Donc, ce qui veut dire qu'en entrée UV, les taux de fer ou de manganèse sont quand même relativement faibles. Donc, c'est pas vraiment. C'est bon de le savoir parce que lorsqu'on dimensionne, on peut voir si on est vraiment juste ou si on a une petite marge. Généralement, on prend toujours une petite marge de sécurité. Mais donc du coup, c'est bon de le savoir, mais c'est pas vraiment contraignant pour nous, entre guillemets. Voilà. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. J'ai une autre question qui est, quel est le coût OPEX moyen d'un traitement UV? Alors en OPEX, la pièce maîtresse, c'est la lampe UV. C'est ce qu'il faut changer, soit une fois par an pour les moyennes pressions, soit tous les 1 an et demi, 2 ans pour les basses pressions. Donc ça, c'est vraiment ce qui va coûter cher en OPEX. Et on va changer également des petits joints d'étanchéité, mais qui, eux, ne coûtent pas cher. Ensuite, la pièce numéro 2, je dirais, c'est les gaines de quartz qui peuvent soit se casser lors d'une maintenance si le technicien est pas très bien formé ou maladroit, ou s'opacifier avec le temps, effectivement, si l'eau est un petit peu dure, on a quelques minéraux qui précipitent et qu'on n'a pas de système de nettoyage.
ça peut s'opacifier. Donc, on peut être amené à changer des gaines de quartz entre 2 et 5 ans, suivant la qualité de votre eau et la maintenance que vous pouvez faire. Et la troisième pièce, c'est les ballasts électroniques. Donc, les ballasts électroniques, c'est dans le panneau de contrôle, et c'est ce qui permet d'alimenter les lampes en électricité, et c'est ce qui permet également de faire varier l'intensité des lampes. Parce que les lampes, on n'a pas besoin de mettre les lampes à 100% d'intensité à chaque fois. Par exemple, la nuit, peut-être que le débit fluctue et diminue, et donc on n'a pas besoin d'être à 100%, on peut les mettre à 60%, par exemple. Donc, sur les basses pressions, on peut faire varier l'intensité des lampes, un petit peu comme une lumière tamisée, entre 60 et 100%. Et sur les moyennes pressions, on peut le faire varier entre 30 et 100%. Donc, en termes d'OPEX, alors je ne vais pas vous donner de prix précis parce que suivant les gammes UV, si c'est le wafer, le SX, l'UVLX, les basses pressions, les moyennes pressions, on n'a pas les mêmes prix. Les lampes moyenne pression coûtent beaucoup plus cher. Mais voilà, il faut compter, ça fait partie de notre travail. Quand vous avez un projet, on peut vous faire la liste des pièces de rechange, des pièces maîtresses, la fréquence de changement, de remplacement et le prix unitaire. Donc ça, on peut vous le faire très rapidement, c'est pas du tout un problème. Et on peut faire l'étude sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça c'est vous qui le définissez. Et vous pouvez ainsi comparer et voir à peu près combien ça peut vous coûter. Et on inclut également dans notre étude le coût de l'électricité. Voilà. Donc ça va dépendre aussi des données que vous allez nous donner. Et on a besoin de savoir le mode de fonctionnement de votre usine. Si c'est un débit qui est relativement constant ou si on va ajuster la dose au débit, par exemple. Si vous avez un débitmètre, on peut le connecter en 420 mA dans notre armoire et faire varier l'intensité des lampes pour économiser de l'argent sur le coût d'électricité. Donc ça peut être inclus dans l'étude OPEX également. D'accord. J'ai une autre question qui nous demande, est-ce que notre gamme d'appareils peut fonctionner sur des eaux de recirculation qui présentent une turbidité entre 2 et 3 NFU? Alors oui, sauf que là, on sera... Alors, tout dépend ce qu'on appelle recirculation, mais on ne sera pas forcément sur une application eau potable. Mais oui, en industrie, on a des turbidités qui sont médiocres sur lesquelles on va pouvoir mettre des UV. Par contre, on va quand même préconiser de mettre un pré-filtre ou un filtre en amont. Comme ce que je vous ai montré sur une slide, plus vous avez de matière en suspension, plus l'eau est turbide, plus la lumière UV aura du mal à traverser et à bien désinfecter. Et on va compenser également en mettant plus de lampes et en augmentant les doses UV. Donc sur des applications qui sont, je pense que cette question, c'est pas forcément pour de l'eau potable, la recirculation. C'est peut-être pour réinjecter en tête ou à un endroit précis de la ligne de process. Mais oui, c'est tout à fait possible de réutiliser des eaux en mettant en UV. Et c'est d'ailleurs souvent le cas en industrie. Et en industrie, on peut aller dans des transmissions UV qui sont extrêmement faibles. Donc, pour vous redonner un ordre d'idée, en eau potable, la transmission UV, donc une eau qui est quand même plutôt de bonne qualité et claire et limpide, on est entre 80, en moyenne en France, on est à 95%. Et on peut utiliser des UV en eau usée à 45-50%, sortie clarificateur, à 35 mg par litre en MES. Donc, on a quand même une eau turbide. Voilà. Et là, je pense qu'on a au-delà des 2 ou 3 NFU. Donc, la question concernait en fait la réinjection des eaux de lavage de filtre en tête de traitement. D'accord. Oui, oui, tout à fait possible. Par contre, il faudra connaître le taux de MES. Plus on a de paramètres sur la qualité d'eau, plus on sera précis sur notre dimensionnement. Voilà. Et du coup, on pourra ajuster un petit peu la dose jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Et si c'est vraiment l'eau est utilisée vraiment trop turbide ou il y a trop de MES, il faudra rajouter un filtre en amont. Mais c'est tout à fait possible. D'accord. On a une autre question qui concerne notre gamme basse pression et on nous demande une fourchette haute de débit. Les basses pressions, on peut aller. Alors,
pour un seul réacteur, on peut aller, alors je connais pas toutes les gammes, mais on est au-delà de 2000 m3. Au-delà de 2000 m3. Ouais. Pour un seul réacteur, je parle. Après, encore une fois, ça va dépendre de la qualité d'eau. Donc, si vous avez une transmission UV de 96%, on pourra monter même plus haut, peut-être 3000 m3, mais si vous avez une 90%, là, on restera à 2000. C'est corrélé, c'est vraiment un couple. C'est un couple qualité d'eau et débit max. C'est vraiment ce couple-là. Voilà. Et en basse pression. Et en moyenne pression, on peut aller encore au-delà, on peut aller jusqu'à 6000 avec la moyenne pression. Voilà. D'accord. Et une autre question, quelle est l'influence du CaCO3? Alors là, l'influence sera surtout sur les gaines de quartz. Donc ça va pouvoir, ça va impacter un petit peu les gaines de quartz. Alors là, ça va dépendre aussi si on utilise une basse pression, une lampe basse pression ou moyenne pression. Si c'est une basse pression, c'est des lampes qui sont de l'ordre du 200, 300, 350 watts. Donc, ce qui veut dire que l'énergie dégagée à la surface de la lampe et de la gaine de quartz sera quand même relativement faible avec des températures relativement faibles. Si on est sur de la moyenne pression, à ce moment-là, le CaCO3, là, on est l'ordre du kilowatt, donc on a une forte intensité, une forte température, et on pourra avoir un phénomène de solarisation, c'est-à-dire qu'on va précipiter le CaCO3 et on va, avec le temps, opacifier la gaine de quartz. Donc là, dans ces cas-là, il est conseillé de mettre un système de nettoyage. Donc c'est un plateau qui va faire des allers-retours et qui va venir balayer les gaines de quartz pour enlever tous ces minéraux et empêcher qu'il y ait une sorte de précipitation ou de minéralisation sur la gaine. Donc ça permet d'allonger la durée de vie des gaines de quartz. Voilà. Mais il n'y aura pas d'impact en soi sur la désinfection. C'est vraiment sur la maintenance, je dirais. Merci Julien. Donc c'était notre dernière question pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de vous être joints à nous. Je pense que certains ont besoin de plus de renseignements, donc je vous propose de nous recontacter pour approfondir le sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette session a été enregistrée et sera donc disponible ensuite. Ainsi, vous pourrez la faire suivre à vos collègues ou à d'autres personnes qui seraient intéressées. Merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir, merci.